Qu'est-ce qui fait bouger l'histoire? C'est donc le titre de ce premier grand débat de la journée. En effet, comment Néandertal est-il passé du statut de brute attardé à celui d'espèce sœur de l'humanité? De même, qu'est-il arrivé aux Gaulois pour que d'un ensemble de tribus mal organisées et indisciplinées, ils deviennent ce peuple complexe et raffiné que décrivent désormais les historiens? Quant au Moyen-Âge, comment ces 1000 ans dont nous avons appris à l'école qu'ils n'avaient été qu'une sinistre parenthèse se sont-ils mués en une ère de développement technologique presque comparable à la révolution industrielle? Ainsi, l'histoire ne serait pas figée dans le passé, mais s'écrirait et se réécrirait au présent. Comment et pourquoi? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos trois invités. Sylvana Condomi, bonjour. Bonjour. Vous êtes pour votre part spécialiste de l'homme de Néandertal. À vos côtés, Jean-Paul Demoule, bonjour. Bonjour. Vous avez en particulier largement contribué à faire de l'archéologie un outil désormais indispensable à l'histoire. Enfin, à vos côtés, Ina Reich, bonjour. Bonjour. Vous êtes physico-chimiste et vous utilisez des techniques sophistiquées d'analyse physique pour faire parler les vestiges du passé. Mais pour rentrer tout de suite dans le vif de ce débat, je vous propose une question que je pose à tous les trois, une question en forme d'introduction, une question presque naïve. Alors comme ça, le passé ne serait donc pas figé. Comment cela est-il possible? Sylvana Condomi, peut-être pour commencer. Le passé dépend aussi de notre interprétation qu'on en fait, des éléments que nous avons pour pouvoir interpréter ce passé et aussi de nos préjugés peut-être sur le passé. Donc il n'est absolument pas figé. Jean-Paul Demoule, sur la même question. Moi, je travaille sur des périodes plus récentes, donc à partir du moment où on a l'agriculture et l'élevage, et donc là, on va rentrer, et notamment à partir des Gaulois, dans la problématique dite du roman national, hein, et donc ce rapport de chaque nation avec le passé est toujours très complexe, et plus complexe probablement aussi en France, parce que ça commence par une défaite, ça commence par Alésia, l'histoire officielle de la France, alors que les Allemands commencent par une victoire, celle des Germains contre les armées d'Auguste. Et puis les Romains, à leur tour, ils vont être battus par les Francs de Clovis. Et puis les Francs, ils vont disparaître, puisqu'on parle français, là, mais c'est du latin, un peu évolué. Donc on l'a vu très récemment dans les débats politiques, cette importance cruciale du rapport au passé des ancêtres, et notamment un intérêt croissant pour l'histoire et l'archéologie depuis un certain nombre d'années, sur la base d'où venons-nous. Inara, sur cette même question. Voilà, moi je dirais, en tant que physico-chimiste, nous on essaye d'apporter de nouveaux éléments de réponse avec des approches des domaines de la physique et de la chimie pour résoudre des questions en histoire et en archéologie. Et dans la mesure où ces méthodes elles s'affinent, elles sont de plus en plus précises, donc elles nous permettent aussi de répondre plus finement à des questions auxquelles on ne pouvait pas répondre il y a 10-20 ans. Et c'est par ces biais-là que nous pouvons maintenant changer un peu la vision qu'on a sur l'histoire, sur les sociétés anciennes, sur le mode de vie, etc. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on aborde ces questions de qu'est-ce qui fait bouger l'histoire, comment, pourquoi, à travers une série d'exemples, et petit à petit, au cours de cette discussion, on va construire les réponses. Alors je vais commencer par vous montrer deux images. Alors, la première, vous allez les commenter dans quelques secondes, Sylvana Condomi, mais elle représente un homme de Néandertal tel qu'on l'imaginait, tel qu'on se le figurait il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Et puis voici ce que cet homme de Néandertal est devenu. Ça, c'est une représentation contemporaine. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sylvana Condomi, ce que vous inspirent ces deux images? Et après, on va rentrer plus avant dans le détail de ce qui a permis cette transformation de l'homme de Néandertal. Alors, ce sont deux images qui montrent bien l'évolution que nous avons de ce personnage. La première que vous avez vue est une image dans laquelle, je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de commentaires, on a une face à ce qu'on peut appeler un homme singe. Alors, je dis toujours qu'il ne faut pas oublier la date de la découverte de Néandertal. La découverte de Néandertal, c'est 1856. 1856, pour rester dans le sujet que nous venons d'aborder, c'est une époque coloniale pour l'Europe.
C'est une époque où il y a une vision de l'autre qui n'est pas tout à fait la vision que nous avons aujourd'hui. Et donc cet homme singe montre comment étaient perçus les fossiles autrefois, au XIXe siècle, image qui a perduré jusqu'au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et la deuxième image que nous avons vue, c'est une image qui est influencée par des nouvelles recherches. C'est une image que vous connaissez peut-être bien parce qu'elle est faite par quelqu'un qui est à la fois un artiste, Elisabeth Daines, mais qui aussi lit beaucoup d'articles scientifiques, qui est basée aussi sur des recherches récentes qui sont sur l'ADN, la couleur de la peau, la couleur des yeux, et aussi sur une série de recherches archéologiques qui a montré que ce n'était pas l'être brutal et l'homme singe qu'on croyait. Donc c'est la vision, disons, qui a changé, notre vision de ce qu'est le Néandertal. C'est notre vision aussi de l'autre qui a changé, et c'est aussi la vision que nous donne Néandertal aujourd'hui, tel qu'il apparaît à partir des recherches scientifiques. Et c'est de ça dont on va parler maintenant dans le détail. Ce sont ces nouveaux outils scientifiques qui, pour la plupart, en tout cas en ce qui concerne le sujet homme de Néandertal, sont issus des sciences dures, qui ont fait leur apparition en paléoanthropologie depuis maintenant une quinzaine d'années, on peut dire, une vingtaine d'années. Et c'est notamment le cas de la génétique. La génétique qui, elle, a permis de montrer qu'Homo sapiens, c'est-à-dire nous-mêmes, et l'homme de Néandertal n'étaient pas deux espèces si éloignées l'une de l'autre, puisqu'on sait désormais qu'il y a même eu croisement entre les deux espèces. Alors pour l'illustrer, je devrais avoir ici, voilà, une couverture de la revue Nature, prestigieuse revue scientifique. C'est une couverture qui date de 2010 et c'est le numéro dans lequel a été publié pour la première fois le génome de Néandertal. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sylvana Condomi, qu'est-ce que cette publication et celles qui ont suivi ont remis en cause par rapport au savoir, aux croyances passées et ce qu'on a appris de nouveau sur ce cousin, ce proche cousin même pourrait-on dire. Sylvana Condomi. Alors, dès le début de la découverte Néandertal, on s'est posé la question, quel est le rapport avec nous, sapiens? C'était vraiment la grande question. Est-ce que Néandertal est un ancêtre? Est-ce que c'est une voie, disons, une voie de garage dans l'évolution humaine? Et pendant très très longtemps, dès la découverte, cette question de le rapport entre les Néandertaliens et Homo sapiens nous s'est posée. Et selon les époques, on a répondu d'une façon différente. Et au départ, la question semblait très très simple, parce qu'on avait l'impression que les Néandertaliens précédaient Homo sapiens, au moins en Europe. Et puis au fur et à mesure qu'on a pu affiner les méthodes de datation, on s'est rendu compte qu'au fait, Néandertal et sapiens sont deux populations qui étaient contemporaines et qui ont vécu dans deux régions géographiques complètement différentes. Pendant que Néandertal évoluait en Europe, Sapiens, lui, évoluait en Afrique. Et alors, on s'est posé la question, si Néandertal n'a pas donné Sapiens, pourquoi Sapiens a gagné, puisque nous sommes aujourd'hui la seule espèce sur la planète, nous occupons toutes les niches écologiques, nous occupons toutes les latitudes, et la question s'est posée dans ces termes, et pendant très très longtemps, on s'est posé cette question, est-ce qu'il y a eu mélange? Et on avait décidé, à partir des premières études de génétique qui ont été faites sur l'ADN mitochondrial, donc l'ADN que nous avons par notre mère, qu'il n'y avait pas de mélange entre Néandertal et Sapiens. Les premières études datent de 1997, et jusqu'en 2010, il y avait une sorte de consensus que Néandertal et Sapiens étaient deux espèces différentes qui ne s'étaient pas mélangées. Quand cette publication est parue en 2010, on s'est rendu compte que l'histoire génétique que raconte le génome nucléaire, donc le génome, l'ADN qui nous vient en partie de notre père et de notre mère, est une histoire différente, c'est-à-dire que Néandertal et Sapiens ont en commun des gènes. On a à peu près, nous Européens, entre 2 et 4% de gènes néandertaliens, et donc ça a posé encore une fois une nouvelle question. Les Néandertaliens s'étaient donc mélangés avec Sapiens, peut-être pas d'une façon massive, mais d'une façon marginale, puisqu'encore aujourd'hui, alors qu'il s'est passé bien des choses depuis 40 000 ans,
nous avons encore ce petit pourcentage de gènes néandertaliens. Et qui est très opérant, parce que c'est notamment le gène de Néandertal qui fait fonctionner la manière dont notre physiologie intègre les graisses. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que ces gènes néandertaliens ne sont pas distribués d'une façon homogène dans notre génome. Il y a des régions qui sont plus présentes que d'autres. Par exemple, le chromosome Y n'a pas du tout de gène néandertalien. D'accord ? Donc là aussi, ça pose d'autres questions qu'on va résoudre une autre fois. Mais par exemple, ça concerne beaucoup tout ce qui concerne la peau et le métabolisme des graisses. Et on s'est rendu compte que, par exemple, le métabolisme des graisses que nous avons, nous sapiens, vient amplement des néandertaliens, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce métabolisme des graisses, avec la vie que nous avons, parce que rappelons que les néandertaliens étaient des chasseurs-cueilleurs, Ils marchaient beaucoup. comme les sapiens qui rencontrent ces néandertaliens. Depuis, et nous en parlerons beaucoup bientôt avec le professeur Demoule, nous avons l'élevage, l'agriculture, etc. Eh bien, nous nous déplaçons beaucoup moins, nous sommes sédentaires, nous mangeons beaucoup de sucre, et donc aujourd'hui, vu que nous sommes devenus sédentaires, vu que nous sommes très souvent devant nos ordinateurs ou assis comme maintenant, et que nous bougeons très très peu, eh bien, ce métabolisme des graisses est devenu un peu obsolète pour nos corps et nous pose certains problèmes et certaines maladies. Donc c'est à cause de Néandertal, finalement, si nous avons des problèmes d'obésité. C'est à cause de, je dirais que je nuancerais, c'est à cause de notre mode de vie qui n'est plus adapté à ce que nous avons comme gènes. Il faut très très vite changer ou d'alimentation ou alors rebouger comme Néandertal. Donc il y a la génétique qui a apporté des informations pour finalement rapprocher Néandertal de son espèce cousine, Homo sapiens. Sur cette autre image, donc là, on a des peintures rupestres de la grotte de la Pasiega en Espagne. Et cette image, pour nous, illustre une autre technique issue des sciences dures qui a bouleversé le rapport que nous avons finalement avec Néandertal. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces images qui, jusqu'à une époque pas si ancienne, étaient attribuées à Homo sapiens et qui maintenant sont attribuées à Néandertal? Comment ça? Alors depuis la fin du mois de février, je crois que la publication date de fin février, nous avons des nouvelles datations sur ces grottes espagnoles et ces datations montrent qu'elles sont très très anciennes, à une époque où il n'y avait pas encore en Europe Homo sapiens. Donc, si ces datations sont exactes, elles le sont, eh bien, elles n'ont pas été faites par Homo sapiens, mais par des Néandertaliens. Alors, l'importance, ce n'est pas qu'elles puissent être faites par des Néandertaliens, c'est aussi parce que jusqu'à présent, pour expliquer pourquoi Sapiens avait gagné par rapport à Néandertal et pourquoi lui a disparu et nous avons en quelque sorte assimilé le Néandertalien, c'était justement, on partait du principe que Sapiens, tout en étant chasseur-cueilleur comme Néandertal, avait des capacités cognitives que n'avait pas Sapiens. Et en particulier, une des choses qu'on disait très souvent, eh bien, par exemple, les Néandertaliens ne savaient pas faire de l'art pariétal. Eux n'avaient pas ces capacités symboliques. Avec ces datations de cette année, ben, on se rend compte que peut-être on a besoin de réviser nos idées encore sur Néandertal, et que si Néandertal a disparu et Sapiens a gagné dans cette conquête de la planète, c'est peut-être qu'il faudra trouver d'autres explications. En même temps qu'on rapproche Néandertal de Sapiens, ça ouvre de nouvelles questions, notamment celle de sa disparition, qui était réglée avant, puisque c'était une brute épaisse sans cervelle. Quand c'était une brute épaisse, il n'y avait pas de problème. Hein. Nous avions gagné parce qu'on est tellement intelligents, donc il n'y avait pas de doute. Hein. Mais après, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des recherches, on se rend compte que les sapiens qui arrivent en Europe, il y a 43 000 ans, eh bien, ils ne sont pas très, très différents des Néandertaliens qui vivent. Ce sont des chasseurs-cueilleurs, ils ont le même mode de vie, ils ont quasiment la même industrie. Il y a effectivement des nuances quand on va dans le détail, mais on n'a pas l'impression, à partir des données archéologiques, encore une fois, et les données archéologiques peuvent cacher quand même d'autres données que nous ne connaissons pas, on n'a pas l'impression de deux mondes complètement différents. Donc aujourd'hui, la grande question, c'est qu'est-ce qui a fait le succès de Sapiens? Pourquoi Sapiens a été capable de coloniser différents milieux, de se multiplier autant qu'il l'a fait et de pouvoir être aussi inventif qu'il est aujourd'hui, puisque nous sommes tous là en train d'en parler?
Et pour revenir sur ces similitudes, vous disiez de mode de vie, il y a cette image, si elle veut bien apparaître. Alors si on la voyait, on verrait une dent en gros plan, une dent néandertalienne qui a été, elle, étudiée par une technique qui s'appelle la microtomographie par synchrotron. Et qui permet, par exemple, dans le cas des dents, d'étudier la différence de vitesse de croissance de Néandertal et de Sapiens. Et là encore, qu'est-ce qu'on a découvert ? C'est toujours cette quête de comprendre pourquoi Sapiens réussit. Et une des hypothèses, justement pour Sapiens, c'est se dire que peut-être la croissance des Néandertaliens était beaucoup plus rapide, donc une époque d'apprentissage pour les enfants beaucoup moins longue, et qu'en revanche, l'époque d'apprentissage des sapiens était beaucoup plus longue, et donc une possibilité d'accumuler énormément de données. Et tout ça est quand même, donc on se rend compte avec les études qu'on a faites sur la micro-usure des dents, parce que les dents, ça enregistre tout c'est comme les arbres, c'est comme les troncs d'arbres, hein. Toute la croissance est enregistrée. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, les Néandertaliens avaient une croissance un peu plus rapide que Sapiens. Alors moi, je mettrais ça en parallèle avec le fait que la démographie a beaucoup changé entre Néandertal et Sapiens, donc une possibilité d'une vie un peu plus longue, donc possibilité peut-être pour les Sapiens d'avoir plus d'enfants, parce que quand on parle de démographie plus importante, ça veut dire que la nourriture était également plus importante, puisqu'il y a une relation entre nourriture et fertilité. Si les conditions de vie étaient bien meilleures, eh bien, il est possible qu'on vivait beaucoup plus, et donc il est possible que les grands-parents avaient également des tâches importantes, c'est d'élever les enfants et permettre aux mères d'avoir encore plus d'enfants. Et vous voyez, on rentre dans quelque chose qui aujourd'hui est spéculatif, mais sur lequel nous travaillons. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que c'est essentiellement, dans le cas de Néandertal, l'apport de nouvelles techniques, et là issues des sciences dures. On a parlé de génétique, on a parlé de microtomographie et puis de datation. Une question peut-être pour tous les trois. Est-ce que c'est essentiellement l'évolution des techniques et des outils à disposition des historiens, des préhistoriens, qui change notre rapport à l'histoire ? Jean-Paul Demoule, peut-être sur cette question, je vois qu'on vous tend 2 micros. Oui, bien sûr, les techniques apportaient énormément. Les méthodes de datation, les méthodes d'analyse physico-chimique, là maintenant la paléogénétique. Mais ce qui compte aussi, c'est les problématiques. C'est-à-dire que dans les premiers temps de l'archéologie, c'est la même chose que l'histoire de l'art. J'enseigne toujours dans une UFR d'histoire de l'art et archéologie, c'était la même chose. Et l'archéologie, c'était des débuts, et ça l'est encore en partie, c'était l'étude des chefs-d'œuvre dans l'Antiquité. Beaucoup encore de muséographie, le Louvre au hasard, sont uniquement tournés vers la mise en perspective de très beaux objets, et certaines expositions de prestige aussi, notamment en France, là encore, où moins il y a d'explications, mieux c'est, parce que c'est notre culture générale de l'élite, et il faut juste admirer des objets. Donc ce qui a changé petit à petit, c'est une vision beaucoup plus historique et anthropologique de l'archéologie, où on s'interroge sur les modes de vie, l'organisation sociale, les techniques, etc. C'est beaucoup ça qui a changé. Donc nouvelles techniques, nouvelles problématiques, on va l'illustrer avec un de vos travaux, Ina Reich. Pour votre part, donc, comme je le disais, vous mettez en œuvre des techniques physiques d'analyse de matériaux pour étudier notamment donc, les peintures rupestres. Et on va en voir ici un exemple. Donc ici, on voit un célèbre taureau de la grotte de Lascaux. Alors de part et d'autre, sur les images à droite et à gauche, on devrait voir apparaître 2 graphiques qui illustrent les techniques que vous mettez en œuvre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire en quoi consistent ces techniques d'analyse ? Et puis ensuite, j'aimerais savoir, puisqu'on disait aussi les problématiques évoluent, quelles questions vous vous êtes posées concernant ce taureau et avec quels résultats ? Ina Reich.
Mais d'abord, j'aimerais bien dire une chose avant d'expliquer comment on analyse ces peintures. Pour nous, ce qui est très très important, donc on ne fait pas l'analyse pour l'analyse, c'est vraiment on part des problématiques archéologiques ou historiques. On discute beaucoup avec nos collègues archéologues, historiens d'art et conservateurs qui ont une vision de ces périodes-là pour savoir où exactement nous pouvons apporter des choses que eux qui ne peuvent pas voir avec leur méthode, etc. Donc ça, c'est très très important pour nous au départ, et c'est pour ça, pour revenir à la question d'avant, ce n'est pas uniquement c'est les techniques qui contribuent, mais il faut qu'on les utilise où il faut pour répondre aux questions. Et donc ici, dans le cadre des études des peintures de la grotte de Lascaux, donc je pense que tout le monde nous connaît cette grotte avec les peintures vraiment extraordinaires. Et en fait, on s'est rendu compte que donc, la grotte se trouve en Dordogne, elle est datée stylistiquement, il n'y a pas de date absolue sur la grotte de Lascaux actuellement, elle date du Magdalénien, donc il y a 17 000 ans à peu près. Et on s'est rendu compte qu'en fait, les peintures ont été réalisées avec une technique picturale assez élaborée. Donc, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques, les Homo sapiens, dans ce cas-là, ils n'utilisaient pas uniquement des minéraux colorés comme les oxydes de fer ou les oxydes de manganèse. Ça se donne les oxydes de fer, c'est le rouge et le jaune. Les oxydes de manganèse, c'est le noir. Mais en fait, ils sélectionnaient des pigments, ils avaient des recettes de préparation, et c'est ça que nous avons pu mettre en évidence en étudiant donc les peintures de Lascaux, que par exemple ici que vous avez étudié avec un appareil à rayon X que vous avez spécialement mis au point pour l'environnement des grottes. Voilà, donc à l'heure actuelle, donc on a la possibilité avec les appareils mobiles de travailler in situ, donc d'aller avec l'appareil dans la grotte. Ça a été possible dans d'autres grottes comme la grotte de Font-de-Gaume ou la grotte de Rouffignac, donc 2 grottes magdaléniennes avec l'art magdalénien également. Mais à Lascaux, nous n'avons pas eu cette possibilité. Et ces recherches ont été faites dans les années 90, 2000. Et là, il fallait encore faire des micro-prélèvements sur les peintures. Et donc là, ici, par exemple, dans la grotte de Lascaux, mes collègues du Centre de recherche et de restauration du Musée de France, Michel Menu, Émilie Chalmin et Colette Vigneault, donc ils ont fait 70 prélèvements et ils ont étudié donc, des pigments ou les mélanges pigmentaires utilisés à différents endroits. Et là pour le taureau, par exemple, donc on s'est rendu compte que la peinture n'a pas été appliquée de la même façon. Il y a différentes façons d'appliquer la peinture. Par exemple, la peinture peut être soufflée sur les parois, ça c'est le cas du museau, mais elle peut aussi être frottée, ça c'est le cas du chignon, du taureau. Et après, en fonction de si vous soufflez, vous avez besoin d'une poudre relativement légère. Donc là, on avait mis en évidence un oxyde de manganèse, c'est l'aromaïchite, qui était mélangé à de la calcite. Donc ça fait une poudre qu'on peut facilement souffler sur les parois et après, le pigment adhère. En revanche, pour le chignon, il y a un autre mélange pigmentaire qui a été utilisé. Donc là, c'est un autre oxyde de manganèse que nous avons mis en évidence. C'est la haussmannite. Donc il y a une vingtaine d'oxydes de manganèse différents. Ils sont tous noirs, donc on n'arrive pas à les différencier à l'œil nu, mais avec nos méthodes chimiques et minéralogiques, nous arrivons à les différencier. Et donc cette fois-ci, c'est un type d'oxyde de manganèse qui s'appelle la haussmannite. C'est un oxyde de manganèse relativement rare. Et ce pigment a été mélangé là à de l'argile. Et l'argile, ça donne une autre consistance à la matière picturale. Donc, si vous la frottez, elle adhère mieux si vous rajoutez de l'argile. Et donc, on avait vraiment différents mélanges pigmentaires en fonction de la technique d'application de la peinture que nous avons mis en évidence ici par des techniques spectroscopiques un peu sophistiquées. Aussi au synchrotron, ça a été fait avec la technique qu'on appelle l'absorption des rayons X. Et alors ça montre que finalement ces hommes préhistoriques, il y a à peu près 20 000 ans, vous disiez, non seulement allaient chercher de la matière loin du lieu où ils l'ont utilisée, mais en plus étaient capables d'élaborer des préparations aux propriétés mécaniques tout à fait spécifiques pour l'usage qu'ils en auraient. Donc voilà, ici c'est un bel exemple.
par exemple, la haussmannite, c'est la première fois que nous avons mis en évidence l'utilisation de cette phase minéralogique pour les peintures. Et la haussmannite, c'est un oxyde de manganèse relativement rare. Et donc, pour nous, c'est un indicateur parfait si on cherche, par exemple, des marqueurs de provenance de matières premières utilisées. Et on sait, par exemple, il y a un gisement de haussmannite qu'on connaît à 200 km de la grotte de Lascaux. Et donc là, il est probable que les hommes préhistoriques avaient apporté ce pigment de ce gisement parce que c'est un minéral relativement rare. Et du coup, ça donne aussi une idée des distances parcourues par ces hommes à ces périodes-là. Alors, on a un autre exemple qui est emprunté à la grotte de Lascaux. Donc là, ce sont les fameux blasons de Lascaux qui, étudiés par les préhistoriens, étaient plutôt interprétés comme des peintures à vocation symbolique. Alors vous avez mené une étude de la composition des différents carrés qu'on peut voir sur l'image. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez découvert et finalement la réinterprétation que vous avez donnée de ce que sont ces blasons? Donc ça, c'est notre réinterprétation de nous et mes collègues. En fait, ces blasons, donc déjà, on voit comment la palette picturale était déjà riche à l'époque. Rien qu'avec les oxydes de fer et l'oxyde de manganèse, vous pouvez obtenir des teintes assez variées allant du jaune, il y a du rouge, du violet, du noir, du marron. Et on s'est rendu compte quand il y a une même teinte, en fait, il y a le même mélange pigmentaire qui a été utilisé. Par exemple, il y avait la l'hématite qui était mélangée à la cryptomélane ou la pyrrolysite. Donc c'est des oxydes de fer et de manganèse mélangés. Après, il y avait la gutite qui donnait du rouge. Et en fait, c'était d'une façon assez systématique. Dans la même couleur, on avait toujours retrouvé la même recette. Et pour nous, ça pourrait aussi être ces blasons, comme on les appelle, ça pourrait aussi tout simplement être des tests de recherche de différentes teintes obtenues par ces mélanges pigmentaires. Alors, on disait au début de votre intervention qu'il y avait à la fois les techniques, et techniques éventuellement nouvelles, et puis il y avait les problématiques. Là, finalement, comment se noue l'articulation entre nouvelles questions que l'on se pose, nouvelles techniques que l'on utilise pour adresser cette question, pour parvenir à finalement une nouvelle vision de la façon dont vivaient ces Homo sapiens il y a une vingtaine de mille d'années? Ça, c'est une question un peu compliquée, c'est difficile. Parfois, en fait, les deux vont ensemble. Donc d'abord, le dialogue entre physico-chimistes et archéologues, historiens est pour moi vraiment la clé de la réussite, en quelque sorte, de faire une nouvelle découverte. En fait, moi, j'ai rencontré les deux. Soit il y a un problème, une problématique sur les chefs-d'œuvre ou sur les objets archéologiques. Par exemple, j'ai travaillé une fois sur des ivoires phéniciens d'un site en Syrie, à Ars-Lantache. Et en fait, ces ivoires sculptés, vraiment des très beaux objets, ils ne portaient plus de traces de dorure ou de polychromie. On ne les voyait pas à l'œil nu, mais avec les nouvelles méthodes d'imagerie chimique, nous avons pu relever des traces d'éléments qu'on ne trouve pas dans l'ivoire ni dans le sédiment, mais qu'on trouve dans les pigments comme le bleu égyptien, encore les oxydes de fer qui sont rouges ou noirs. Et donc là, on a complètement changé la vision. Avec les nouvelles techniques, on a complètement changé la vision sur ces œuvres-là, parce qu'en fait, on a pu montrer que fait, ces ivoires étaient polychromes. Et donc ça, c'était vraiment quelque chose de nouveau qui n'était pas forcément attendu au départ. Et après, dans l'autre sens, c'est aussi dans le dialogue, les archéologues, c'est-à-dire que si nous, on a des données, il y a des nouvelles interprétations possibles. Donc c'est un va-et-vient entre les différentes disciplines. Est-ce que néanmoins, une caractéristique forte de la période actuelle dans les champs scientifiques qui sont les vôtres, c'est l'irruption des sciences dures dans les sciences historiques et préhistoriques? Là, je ne sais pas si je suis la bonne personne à Quelqu'un répondre à veut la question. répondre, peut-être Jean-Paul Demoule ou Sylvana Condomi? Jean-Paul Demoule. C'est évident, comme vient de le dire Ina Reich, que toutes ces méthodes ont apporté énormément d'informations. Cela dit, comme le disait Sylvana Condomi tout à l'heure, tout est question après d'interprétation, et ça vient du cœur des sciences humaines et sociales. Donc, par exemple, l'interprétation des peintures rupestres depuis
qu'on en a admis l'existence, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle, eh bien, les interprétations se sont succédées, contredites, etc. Parce que ce n'est pas les mêmes protocoles dans les sciences humaines et sociales, qu'il faut avoir aussi des méthodes de vérification ou non, de tests. Par exemple, les interprétations de Leroy-Gourhan ont été très longtemps dominantes, et à mon sens, elles le restent en grande partie pour le magdalénien, pour ce dont on parle, Lascaux en particulier. Mais quand on a découvert la grotte Chauvet, et surtout les datations de la grotte Chauvet, parce que si on n'avait pas eu les datations physico-chimiques, plus anciennes que Lascaux. oui, qui sont à 32 à 35 000 ans, alors que Lascaux est à 17 000, et que le système de Leroy-Gourhan prévoyait une espèce de progression de l'art, et qu'on a à Chauvet quelque chose d'aussi abouti que Lascaux, et pas du tout avec le même bestiaire. Lascaux, c'est les grands herbivores, taureau, cheval, que Leroy-Gourhan proposait de voir aussi une opposition féminin-masculin, et avec des animaux à Lascaux, les animaux dangereux sont rares et dans la périphérie, alors que à Chauvet, ils sont centraux, les lions, les rhinocéros. On a quasiment les 2/3 des rhinocéros connus dans toute l'Europe sont à Chauvet. Donc effectivement, tout ça a amené à revoir, il n'y a qu'une vingtaine d'années après, à revoir entièrement la chronologie, et à penser que ce n'était pas une espèce d'évolution simple, mais un buissonnement beaucoup plus complexe. Alors vous, Jean-Paul Demoule, tout au cours de votre carrière, comme je le disais en introduction, vous avez contribué à ce que l'archéologie devienne incontournable en histoire, alors que jusqu'à il y a une vingtaine d'années, l'histoire c'était essentiellement l'étude des textes. Et ce que l'on va voir à travers au moins 2 exemples, c'est que l'archéologie a complètement amené à réinterpréter aussi un certain nombre de périodes historiques. Alors, on va voir déjà sur cette image. Voilà, donc là, on a des vestiges qui ont été trouvés dans une tombe gauloise. Est-ce que vous pouvez commencer par les commenter et puis nous dire comment cette découverte et d'autres similaires ont modifié la vision qu'on avait des Gaulois, partant d'ailleurs d'une vision que vous allez nous dire, la vision dont on partait, quelle était-elle? C'était celle des Romains, et petit à petit, celle-ci a été remplacée par une autre. Oui, plus globalement, ma génération, celle du baby-boom et maintenant du papy-boom, hein, donc celle de 68 aussi, puisque on en parle beaucoup. Quand on est arrivé sur le marché scientifique, c'était effectivement ce qui régnait, c'était une archéologie histoire de l'art. Et donc on s'est battu collectivement pour changer cette image, d'une part, et c'était aussi une période où tout était détruit. C'était la fin de la reconstruction et des 30 Glorieuses, donc on s'est beaucoup battu aussi pour ce qu'on appelle maintenant l'archéologie préventive, qui du coup a amené une masse de données considérable, et sur les Gaulois en particulier. Donc les Gaulois, effectivement, jusque-là, on avait qu'une image extrêmement négative, ou à la rigueur humoristique, genre quand on parle de gauloiserie ou Astérix, etc. Parce qu'on avait la description effectivement des Grecs et des Romains qui décrivaient des vaincus, donc forcément des barbares avinés qui mangeaient salement, puisque en plus ils portaient la barbe, alors que les Romains, les Grecs se rasaient ou s'épilaient. Donc on avait cette vision des vaincus, et comme je disais tout à l'heure, commencer son histoire nationale par une défaite, c'était un peu dur. Donc sous l'Ancien Régime, on se réclamait pas des Gaulois. Les Gaulois sont devenus nos ancêtres qu'avec la Troisième République, elle-même née d'une défaite qui a permis de proclamer justement la République en 1870, après la défaite de la France contre la Prusse. Et à ce moment-là, il a bien fallu parler des Gaulois. Mais comme on en parlait justement à propos de Néandertal, c'est aussi la période
période de la colonisation, eh bien, on avait sauvé cette image de vaincu en disant, de même que nous sommes en train de coloniser les sauvages en Afrique ou en Asie du Sud-Est, eh bien, de même, les Romains nous ont colonisés et nous ont civilisés. Donc, finalement, c'est pas si grave. Et c'est une thématique qui sera reprise par Pétain et Vichy à l'époque de la collaboration. Donc, on a la Troisième République, donc, comme Néandertal était justement bestialisé, comparé à un sauvage, la Troisième République va entretenir ce mythe durablement. Et c'est avec l'explosion des fouilles, notamment préventives, puisque actuellement 90% des fouilles archéologiques en France sont des fouilles préventives, qu'on a vu apparaître une civilisation gauloise beaucoup plus complexe. Alors là, donc il s'agit d'une des grandes découvertes de ces dernières années, 2014, à côté de la ville de Troyes, qui était probablement un grand centre urbain vers moins 500, enfin, tout au cours de ce 5e siècle avant notre ère, et la tombe d'un prince entouré avec toutes sortes d'objets de prestige, ceux-là en grande partie importés d'Italie du Sud, et qui est la preuve d'échanges à long terme et à longue distance avec les populations de Grèce et d'Italie. Alors on a une autre image où là on voit, c'est la reconstitution d'un village gaulois sur la base de fouilles également qui ont été effectuées. Là aussi on a complètement revu ce qu'on pensait savoir de l'organisation urbaine et donc sociale des Gaulois. On imaginait, comme on voit dans Astérix, des huttes perdues au milieu des forêts, elles-mêmes remplies de sangliers. L'archéologie a montré que les Gaulois ne mangeaient pas de sangliers, ils mangeaient effectivement beaucoup de porc. 2/3 des animaux consommés sont du porc, que c'était plus déboisé que actuellement, les campagnes. Et justement, avec les grandes fouilles préventives le long des tracés d'autoroutes, de lignes de TGV, ont montré que tous les 3-4 kilomètres, vous aviez une grande ferme de type aristocratique, ce que César a traduit en disant que c'était des equites, des chevaliers qui y habitaient, et qu'on a par ailleurs des grands centres urbains et à peu près une 60aine d'États gaulois avec à chaque fois des villes, une économie monétaire. Ici, c'est la ville de Coran, près de Clermont-Ferrand. Vous voyez une espèce de théâtre même en bois, même si la construction reste essentiellement en bois et en terre. Et on a un urbanisme assez strict qui ne se voit pas bien là parce que c'est la place centrale avec le théâtre. Mais ce n'est pas les Romains qui vont apporter la ligne droite dans les villes gauloises. Et quand on dit que les Gaulois sont indisciplinés, c'est qu'effectivement, comme il y a une 60aine d'États à peu près, ils sont souvent en guerre les uns contre les autres, notamment pour prendre des prisonniers, pour les vendre comme esclaves aux Grecs et aux Romains qui occupent déjà les côtes de la Méditerranée. Un peu un phénomène, toute chose égale d'ailleurs, comparable à ce qui va se passer en Afrique au XVIIIe siècle, où des petits royaumes africains vont se prendre les uns les autres des prisonniers de guerre, les transformer en esclaves et les vendre aux Occidentaux en échange de biens de prestige. Donc une image de la Gaule qui passe d'une société de petites huttes dans les forêts à de vraies sociétés urbaines. Et si on a pu parler après de civilisation gallo-romaine, c'est qu'il n'y avait pas une très grande différence entre l'état de la Gaule au moment de la conquête et la civilisation romaine elle-même. Et déjà, les élites gauloises envoyaient une partie de leurs enfants faire
faire leurs études à Rome. Les Éduins étaient considérés comme donc ceux qui occupaient la Bourgogne actuelle avec capitale Montbeuvray, Bibrac. Les Éduins étaient déclarés frères du peuple romain, donc c'était extrêmement proche. Donc ça renouvelait entièrement notre vision et ça continue. Alors le temps passe et je vais vous demander un exercice difficile. Le prochain transparent illustre des découvertes qui ont été faites grâce à l'archéologie sur le Moyen-Âge et je vais vous demander en presque 1 minute de commenter cette image et de nous dire comment l'archéologie a changé profondément la vision qu'on a du Moyen-Âge. Notamment, ça n'est plus l'époque sinistre qu'on a appris à l'école primaire, mais c'est une époque d'essor, notamment industriel. Oui, on disait la longue nuit du Moyen-Âge, et même le terme, on s'en aperçoit plus, mais c'est Moyen-Âge, donc c'est quelque chose qui est intermédiaire entre la glorieuse Antiquité et puis la Renaissance. Si on renaît, c'est qu'on est mort, et après il va y avoir le grand siècle, puis les Lumières, donc c'est une période qui a été réécrite après, puisqu'on parlait de la manière dont le passé change. Et donc, on parle aussi maintenant de première révolution industrielle, parce que c'est l'époque où les cours d'eau commencent à être domestiqués, les moulins se multiplient, le charbon de terre, la houille, commence à être exploité. Donc, sur cette image, on a la mise en évidence à la fois sur les images, si on veut bien les réinterpréter, ou sur des fouilles comme l'image en haut à droite, qui est la fouille d'un moulin, la fouille archéologique, et au-dessous, c'est au contraire une reconstitution justement de bas-fourneaux métallurgiques. On a une intense activité qui fait qu'on a parlé effectivement de première révolution industrielle qui prépare la suivante. Alors, vous le disiez tous les trois, on a des nouvelles techniques, on se pose de nouvelles questions. J'aimerais votre réponse à tous. Est-ce qu'on peut dire que les images historiques que l'on a des différentes périodes sont meilleures aujourd'hui que celles qu'on avait par le passé? Est-ce qu'il y a une progression comme ça dans la connaissance historique? Finalement, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est de meilleure qualité que ce qu'on savait hier. Ou est-ce que c'est simplement différent? Sylvana Condomi en premier, puis ensuite chacun votre tour. C'est-à-dire, s'agissant des Néandertaliens et de la préhistoire, c'est pas du tout la même chose que ce qui s'est passé au 19e siècle, au début du 20e siècle. Au 19e et au 20e, ce qu'on voulait comprendre, c'est vraiment les relations phylogénétiques entre les Néandertaliens et les autres populations préhistoriques et nous, sapiens. C'est-à-dire, est-ce qu'ils étaient dans la même lignée? Est-ce que c'était des lignées parallèles? Aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est plus simplement de la phylogénie, des relations de parenté, mais on travaille également sur, justement, comme dans le Moyen-Âge, sur la vie quotidienne. Donc, on essaie de reconstruire vraiment le mode de vie de ces populations du passé. Alors, on a on a vu tout à l'heure la génétique qui est important pour les relations phylogénétiques, mais on essaie de reconstruire même leur aspect physique, la couleur de la peau. Par exemple, le fait que les Néandertaliens mangeaient énormément de viande, on le sait, ça explique également pourquoi ils avaient le métabolisme des graisses qu'ils avaient. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui en préhistoire, c'est un peu différent de ce qu'on faisait aujourd'hui, que ce qu'on faisait autrefois. C'est-à-dire qu'on essaie vraiment de reconstruire le mode de vie de ces populations du passé. On essaie de savoir quand est-ce qu'était le sevrage des enfants. On essaie de savoir s'il y avait une division du travail entre les hommes et les femmes, où ils allaient chercher leurs matières premières pour faire des outils, s'ils mangeaient également des végétaux, où est-ce qu'ils allaient les chercher, s'ils avaient des plantes médicinales, vous voyez, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on a des techniques. Alors, vous allez me parler de végétaux, ça ne se fossilise pas, mais nous avons la chance d'avoir, pour les populations préhistoriques, du tartre dentaire. Et dans le tartre, il y a énormément d'éléments qui sont emprisonnés, qui nous permettent de savoir quels végétaux ils mangeaient et surtout s'ils mangeaient par exemple des plantes médicinales. Donc aujourd'hui, ce qu'on fait, ce n'est plus seulement de la phylogénie, mais aussi de reconstruire le mode de vie de ces populations du passé, et on fait des progrès dans ce sens.
Jean-Paul Demoule, sur la même question. Est-ce qu'on connaît mieux les choses aujourd'hui ? Oui, c'est cumulatif, hein, avec ce paradoxe, c'est que l'archéologie, la seule science qui voit disparaître son objet d'étude tous les jours à cause des grands travaux d'aménagement. En France, c'est entre 50 000 et 60 000 hectares artificialisés chaque année, c'est-à-dire la surface d'un département tous les 10 ans. Donc ça limite les choses, en même temps qu'effectivement, il y a heureusement de plus en plus de fouilles archéologiques, mais les fouilles archéologiques, c'est 4% à peu près des surfaces aménagées chaque année. C'est pas, même si certains élus locaux poussent des cris, c'est quand même très limité. Et donc par rapport à ça, en même temps, effectivement, il ne s'agit plus seulement de pure érudition ou de garnir les vitrines, mais de poser des questions fondamentales. Vous avez tous entendu parler des problèmes d'effondrement des sociétés. Il y a eu un livre très populaire de Jared Diamond il n'y a pas très longtemps, le problème de la domination masculine, le problème de l'apparition des inégalités sociales au cours du néolithique, et de se demander si inégalité sociale, violence, est-ce que ça fait partie de la nature humaine ou est-ce que c'est effectivement des constructions sociales. L'archéologie, depuis quelques années, a ouvert des champs de réflexion qui sont extrêmement importants et paradoxalement très peu présents dans l'enseignement scolaire. Inarèche, sur cette question de Oui, l'accumulation des savoirs. Voilà. Moi, je suis aussi d'accord. Ouais, moi, bien sûr, les nouvelles techniques nous permettent d'affiner notre vision qu'on a de l'histoire. Après, je donne peut-être une vision, à mon avis, un peu d'une façon personnelle. C'est-à-dire qu'on est chercheur. Moi, je suis chercheur CNRS, donc c'est mon métier et j'avance et on est curieux. On voudrait savoir, on voudrait affiner les méthodes, les techniques pour mieux comprendre l'histoire. C'est le cœur de notre métier. Donc voilà, moi, ma vision, elle s'affine et en même temps, je comprends mieux l'histoire. Mais je pense que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on sait mieux et donc avec plus de connaissances, on a une meilleure vision de l'histoire. Alors, on m'informe que le temps passe très vite, beaucoup trop vite. Est-ce qu'on m'autorise à prendre peut-être une question dans le public, si jamais il y en a? En tout cas, on ne me l'interdit pas. Donc, il y a un micro qui circule. Monsieur, à ma gauche. Nous vous écoutons. Non, je voulais juste réagir à ce qu'a dit monsieur Jean-Paul Demoule. Voilà, en introduction. Quand il dit que l'histoire française commence avec Alésia, on peut dire tout autant qu'elle commence avec Gergovie. Pourquoi, disons, plus insister sur Alésia que sur Gergovie, qui est une victoire, Gergovie? Parce que justement, dans le roman national, on considère que c'est le moment où avec l'arrivée des Romains, ça va être enfin la civilisation. Et le Premier ministre de l'époque, François Fillon, en mars 2012, inaugure le nouveau musée d'Alésia, construit par l'architecte Tchoumi, et va parler d'une défaite fondatrice. Donc dans le roman national, c'est effectivement ça conserve cette douloureuse réputation, d'autant plus que ça va faire écho après la défaite de la France en 1870, puis en 1940. Il y a aussi quelque chose qui a à voir avec le récit chrétien, puisque Vercingétorix se sacrifie, fait le don de sa vie pour sauver son peuple. Il est souvent représenté au XIXe siècle de la même manière iconographique que le Christ à cette époque. Donc c'est ça c'est ce qu'on constate, hein, simplement, effectivement, qu'on commence justement par une défaite. D'ailleurs, François Fillon, justement, quand il fait ensuite sa campagne électorale en 2017, passe à Clermont-Ferrand et dit eh bien oui, il y a eu une victoire à Gergovie et pourtant ce n'était pas le favori des sondages, dit-il. Mais on sait aussi la suite de l'histoire. Donc il y a quelque chose, effectivement, qui est profondément ancré
dans la vision. Cela dit, il y a un débat pour savoir quand commence la France, si cette question a un sens, et à mon sens, je ne suis pas le seul, elle n'en a aucun, mais est-ce que ça commence avec les Gaulois, c'est plutôt une tradition républicaine, ou avec le baptême de Clovis, c'est plutôt la version de la droite catholique, sachant que le baptême de Clovis, la Gaule est déjà chrétienne depuis un siècle, et c'est la seule religion même qui est tolérée. Et l'archéologie montre symétriquement que les coutumes païennes vont durer encore plusieurs siècles. Et à la Révolution, je crois qu'on disait que le peuple descendait des Gaulois et les nobles descendaient des Oui, Francs. parce que qui venaient les de Germanie. aristocrates prétendaient descendre des Germains, justement, de Clovis, comme en Espagne. L'aristocratie prétendait descendre des Visigoths, et donc l'abbé Sieyès, dans un discours célèbre, qu'est-ce que le tiers-état dit? Si les nobles prétendent descendre des Germains, qu'ils retournent dans les forêts de Germanie. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, mais après ils sont revenus un peu plus tard. Voilà, le temps est passé très vite, encore une fois, beaucoup trop vite. Nous allons être obligés d'en rester là. Ça sera donc le mot de la fin. Sylvana Condemi, Jean-Paul Demoule, Ina Reich, merci d'avoir été avec nous.